Le président sortant d'Haïti, René Préval, a exhorté mercredi l'ONU de modifier la nature de sa mission dans le pays, qui a davantage besoin, selon lui, d'ingénieurs et de bulldozers que de soldats et de chars. Lors de son dernier discours aux Nations Unies en tant que chef d'État haïtien, René Préval a indiqué que plus de 10 ans s'étaient écoulés depuis qu'il avait appelé pour la première fois l'ONU à revoir ses priorités dans le pays. Le chef de l'État haïtien estime que les chars d'assaut, les véhicules armés et les soldats auraient dû céder la place aux bulldozers, aux ingénieurs et à des experts en soutien du système judiciaire et pénitentiaire. À part la mission civile internationale en Haïti, OEA et ONU, créée par une résolution de l'Assemblée générale avec pour mandat l'observation et la promotion des droits humains, toutes les autres missions ont été décidées par le Conseil de sécurité avec pour objectif le maintien de la paix. S'il est vrai, chers amis, qu'en 1993, la première mission de la paix devait compter avec le risque d'un affrontement avec les forces armées d'Haïti, auteur du coup d'État sanglant de 1991. Et qu'en 2004, avec des groupes organisés fortement armés, cette possibilité d'affrontement militaire justifiait donc une importante présence militaire. Mais le danger de confrontation violente, une fois passé, les missions de maintien de la paix ne se sont pas assez rapidement adaptées à la nouvelle situation. L'instabilité en Haïti est due fondamentalement, et le président Santos l'a souligné dans son intervention, au sous-développement, en d'autres termes, à l'insatisfaction des droits sociaux et économiques élémentaires. Les chars, les blindés et les militaires auraient dû céder la place à des bulldozers, des ingénieurs, à davantage d'instructeurs de police, d'experts en appui à la justice et au système pénitentiaire. Le 14 mai 2006, dans mon discours de prestation de serment, j'avais souligné cette nécessité, mais je n'ai malheureusement pas été entendu. J'espère qu'après 11 ans, nous pourrons tirer les conclusions utiles au renforcement de la stabilité en Haïti dans le sens que je viens d'indiquer. Le président sortant haïtien, René Préval, était arrivé à New York hier mardi, où il avait été invité par son homologue colombien Juan Manuel Santos à prendre part à une réunion spéciale du Conseil de sécurité de l'ONU sur Haïti. La mission d'observation électorale conjointe OEA CARICOM affirme dans un communiqué qu'elle a pris note de la publication des résultats préliminaires du deuxième tour des élections présidentielles et législatives en Haïti. La mission conjointe prend note du communiqué de presse du secrétariat du RDNP, le parti de la candidate Myrlande Maniga, en date du 4 avril, invitant le CEP à s'assurer du respect des critères pour la mise à l'écart des PV et de l'exactitude des résultats. La mission reconnaît que dans un environnement politique où les soupçons sont à fleur de peau, tout geste inédit est négativement interprété. C'est ainsi que les 2 visites des conseillers du CEP au CTV, dont une en pleine nuit, la veille de la publication des résultats préliminaires, ont suscité des allégations de la part du secrétariat du RDNP concernant une supposée manipulation de la saisie du vote par l'inclusion de PV qui aurait dû être mise à l'écart. La MOEC s'est empressée de s'informer sur le bien-fondé de ces allégations et a pu corroborer, suite à la publication des résultats préliminaires, que les PV présidentiels mis à l'écart n'ont effectivement pas été comptabilisés. Les conseillers du CEP s'étant volontairement engagés à ne pas rendre visite au CTV auraient dû mieux mesurer l'impact négatif de leur visite au CTV à quelques heures de la transmission des résultats préliminaires. La mission rappelle aux partis politiques et aux candidats que la loi électorale prévoit une phase contentieuse qui précède la proclamation des résultats définitifs.
Cette phase permet les recours légaux nécessaires afin d'adresser les doléances relatives aux résultats préliminaires et de les redresser lorsque nécessaire. La mission invite donc les candidats à se prévaloir de ces remèdes légaux qui contribuent à la consolidation de l'état de droit ainsi qu'au maintien de la sérénité et du calme dans le pays. Les banquiers haïtiens ne sont pas indifférents par rapport à l'arrivée prochaine en Haïti d'une nouvelle équipe gouvernementale, si l'on en croit le numéro 1 du groupe financier Unibank. Karl Brown, qui intervenait à la rubrique Le Point de Métropole, a indiqué que le secteur a de nombreuses attentes de la part du prochain gouvernement, notamment garantir un dialogue franc. Renforcer les libertés publiques, maintenir le cadre macroéconomique stable, le respect des grands équilibres pour éviter l'inflation, ce sont là les grandes attentes des banquiers. Nous, comme secteur bancaire, d'abord pour rechercher stabilité macroéconomique. Il ne faut pas que nous retournions dans des oreilles bourriques, dans des déficits d'État. Et je ne pense pas du tout que c'est ça la nouvelle administration voulait faire ou prêt à le faire. Mais comme vous posez une question sur qui attend nous, je m'abdou ça. Et nous pensons que la stabilité macroéconomique, le respect des grands équilibres donne la possibilité aux agents économiques de mieux planifier. Ça protège l'épargne ici en Haïti parce que dévaluation, inflation, c'est la taxe la plus insidieuse qui puisse exister. Pour qui ça? Parce que ou pas well, il ne pas prendre directement dans le canet ou, mais l'on pas le prendre comme dans le canet pour l'acheter. Et puis la vie chef fait que le doubler. C'est la taxe la plus insidieuse qui existe sur Terre, l'inflation. Donc, avec reste communauté bancaire là, nous avons ou respect des équilibres, ou stabilité macroéconomique, nous avons des changements au coût de transaction. Et je pensais que le gouvernement actuel là est conscient de ça. D'ailleurs, ils ont pris une mesure exceptionnelle que je salue, qui était dans la loi des finances, de couper ces frais de 50%. Il n'est pas suffisant, opinion PAM. Et je connais que dans la nouvelle loi bancaire là, que le Sénat a déjà voté, et la Chambre a déjà voté, que le Sénat a beaucoup voté, et la nouvelle loi bancaire là, c'est obligatoire que vous soyez capable de voter le plus rapidement que possible parce que ça permet de réduire les frais à moins de 1%. Lancement ce mercredi d'un colloque sur la finance et la technologie. Cette édition est une initiative du groupe Croissance et selon le responsable du groupe Croissance, Kessner Farrell, ce colloque vise à promouvoir la décentralisation de l'économie haïtienne par le biais de nouvelles technologies de l'information et de la communication. Quand la finance et la technologie s'allient, il faut s'attendre à des résultats probants. C'est en quelque sorte le souhait du PDG du groupe Croissance, Kessner Farrell, qui soutient avoir pris cette initiative dans le but de déconcentrer l'économie haïtienne. Et c'est à travers ce colloque sur la finance et la technologie que les idées doivent jaillir, explique l'économiste. Il y a deux projets e-power avec Complexe Oasis. Projet ça n'est pas financé exclusivement par des familles haïtiennes, il n'est pas financé exclusivement par les banques haïtiennes, mais ça montre que nous ne sommes pas tout le temps obligés à chercher l'argent à l'extérieur pour nous faire financement dans le pays d'Haïti. Nous avons aimé que le 3, 4, 5 ans, nous pas 85% dépôt en d'un capital là et 15%. Nous renverser, pourquoi pas 60-40, nous pensons que c'est ça nous cherchons en quelque sorte. Selon Kessner Farrell, la technologie est un excellent moyen pour décentraliser l'argent des citoyens. Le téléphone portable à travers des services offerts par des compagnies de téléphonie mobile opérant sur le marché local va être utilisé à cet effet. Un téléphone aujourd'hui là capable de permettre qu'on fasse des activités financières avec elle, ou capable d'avoir accès à la finance avec elle. Et la Banque centrale également peut dire qui mesure mettre en place parce qu'on est même gens n'a dématérialisé monnaie. Et bien, obligé de mettre sécurité quand même. Parce que si nous volons l'information, si nous comme si entrer dans le compte, donc il faut que gagner, ça me capable de une réglementation, une véritable police pour garantir, parce que la banque c'est la confiance, pour garantir qu'on est capable de passer par téléphone cellulaire. Là. Le ministre de l'économie et des finances salue pour sa part cette initiative du groupe Croissance. Selon Ronald Baudin, la technologie aide aussi à améliorer les services offerts par le ministère qu'il dirige. Donc un système de déclaration définitive d'impôt sur le revenu que nous sommes capables de faire via Internet. Récemment, nous avons fait une grande première et c'est l'occasion pour nous de faire des démonstrations côté
n'a familiarisé contribuable avec ça. Ce colloque, qui prendra fin ce vendredi 8 avril, est une initiative à encourager, martèle le ministre des Finances Ronald Baudin. Rappelons que pour cette première édition, son thème est « Innovation financière en Haïti ». Signature ce mercredi d'un accord entre le ministère de la Santé publique et l'UNICEF en vue du développement de départements sanitaires dans le pays. Ce partenariat permettra à l'État haïtien de mieux résoudre les problèmes de santé dans l'arrière-pays. Suivez tour à tour les explications du directeur du MSPP, Gabriel Timothée, et de la représentante de l'UNICEF en Haïti, Françoise Groulos-Ackerman. On lance avec le ministère de la Santé publique et de la Population une initiative pour renforcer les capacités de soins de santé primaire, en particulier au niveau de 3 départements. Donc le département du Nord-Ouest, le département de la Grande-Anse et le département du Sud. Alors, de quoi s'agit-il? En fait, en Haïti, vous savez qu'après le séisme, en fait, il y a eu des études, des évaluations, des stratégies qui ont été développées avec le ministère de la Santé publique sur base d'un constat que nous connaissions avant le tremblement de terre, mais une opportunité est née sans doute avec tous les efforts de rétablissement de la situation après le tremblement de terre. Cette analyse démontrait et nous rappelait que dans le pays, seulement 48% de la population a accès aux services de santé au niveau de la communauté, et en particulier dans les zones rurales. Nous rappelait aussi la faiblesse de certaines infrastructures de santé, des faiblesses au niveau de différents secteurs, de différents domaines à l'intérieur du ministère de la Santé. Et nous rappeler aussi qu'en Haïti, malheureusement, les taux de mortalité, les taux de morbidité, et moi je parlerai des femmes et des enfants parce que c'est mon mandat, sont vraiment catastrophiques. Nous savons en Haïti qu'il y a beaucoup trop de femmes qui naissent et qui meurent en donnant la vie. Il y a beaucoup trop d'enfants qui meurent avant d'avoir leur premier anniversaire, leur 5e anniversaire. Je me rappelle toujours des chiffres tellement impressionnants dont tout le monde parle, mais qui sont la réalité et qui doivent changer. Nous voulons faire un rapprochement au niveau départemental de tout secteur, public et privé. Faire en sorte que son seul système de santé, pour nous parler dans le même langage, dans le département, même si il y a X, Y, Z, mais nous-mêmes nous sommes au même ombrelle. Son projet qui a duré de 5 ans, et puis mettant court projet ça, il dépasser 25 millions. Et dépasser, d'abord, virgule là, 25 millions de dollars. Critère de sélection des choisis département, nous avons vu que est-ce que gagne en valeur ajoutée? C'est-à-dire que est-ce que ce sont des départements qui ont de déficit? Si nous mettons projet A, ça permet de faire une différence. C'est ça, nous les valeurs ajoutées. Deuxième bagage, nous regardons les départements, est-ce qu'ils ont capacité pour nous faire innovation? Troisième bagage là, travailler avec tout le secteur sur le terrain de protection civile, la Croix-Rouge, toutes les organisations sur place, et puis dîner pas, de telle sorte que pour voir comment que disponibilité en eau potable a continué à balayer. L'agent de l'unité du département de l'Ouest, UDMO, Francine Desruisseaux, pointée du doigt dans la mort du professeur Jean-Louis Philbert, a été entendue ce mercredi par le juge Emmanuel Lacroix pour homicide involontaire. Après les déclarations des 2 parties, l'audience a été suspendue puis reportée à huitaine par le juge Lacroix. Rappelons que le professeur Jean-Louis Philbert, 35 ans, est décédé dans un centre hospitalier de la capitale le 9 octobre dernier, après avoir été touché à la tête la veille vraisemblablement par une bombe lacrymogène lors d'une manifestation d'enseignants, de parents d'élèves et d'écoliers devant le ministère de l'Éducation nationale qui avait été dispersé par la police.